Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la 2STV. Aminata Touré, emportée par la tempête des locales, transmet malgré elle le flambeau à Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le très fidèle collaborateur du président de la République met en place une équipe de 36 combattants à l'assaut de la demande sociale. Le temps presse, le peuple s'impatiente. Le président de la République, Macky Sall, scrute avec hantise l'horizon de 2017. Mais l'on attend du nouveau locataire de la station primatoriale qu'il nous décline sa feuille de route. Au travail, nous invite-t-il. En attendant cet exercice républicain, nous allons dans ce numéro de Actu Show aborder les perspectives économiques, mais également nous ferons la radioscopie d'une élection à multiples enjeux. Et pour sacrifier à ce rituel, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau l'ancien ministre de l'Intérieur, ancien ambassadeur du Sénégal en Italie, Cheikh Sadibou Fall. Il est également membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Monsieur Fall, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec nous sur ce plateau, Momar Dian, directeur de publication, plutôt coordonnateur de la rédaction de Enquête Quotidien. Momar, merci de répondre à notre invitation. Abdourahmane Diouf, porte-parole de Réumi, candidat malheureux à la conquête de la mairie de Rufisque. Docteur Abdourahmane, merci. Bonjour Madame Faye. C'est un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau. Tout le plaisir dont vous êtes un habitué. Un autre habitué de ce plateau de Actu Show, c'est également le conseiller spécial du chef de l'État, Abdou Aziz Diop, également prétendant malheureux à la mairie de Sicap Mermoz Sacré-Cœur. Abdou Aziz Diop, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est Mermoz Sacré-Cœur simplement. Merci de votre invitation, Memouna. Très heureux toujours de participer à ce débat. Actu Show. Merci beaucoup Abdou Aziz Diop. Alors Momar Dian, il y a de cela un mois, bien avant que la campagne ne démarre, sur ce même plateau, on avait en tout cas nourri l'espoir de voir ces élections locales apporter une certaine lisibilité dans le jeu politique. Excite les élections. Est-ce que vous y voyez un peu plus clair dans le landerneau politique sénégalais? Bonjour Maïmouna, bonjour à tous mes amis qui sont sur ce plateau. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on était ici sur ce même plateau et on avait quelque peu disserté un peu sur l'enjeu de ces élections. On n'était pas tombé d'accord sur la nature du scrutin. Bien vrai que c'était des enjeux locaux dans un premier temps. Je pense que la réalité des élections vous donne raison aujourd'hui. Exactement. Je pense que la réalité des élections, la réalité de ce qui s'est passé après ces élections confirme fondamentalement que il s'agissait bien d'élections locales, mais à enjeux nationaux. Et sur ce plan-là, avant de continuer, c'est juste pour saluer un peu la bonne organisation des élections, parce qu'il y a eu beaucoup de craintes quand même qui ont été nourries avec le nombre pléthorique de listes. Mais je pense que dans l'ensemble, le ministère de l'Intérieur et les différents intervenants se sont très bien débrouillés dans l'organisation de ces élections. L'autre chose à dire aussi, c'est que en parlant d'enjeux locaux, d'enjeux nationaux, je pense que de prime abord, on est amené à constater que une chose, c'est que quand on disait que quand les responsables de l'APR défendaient le principe d'une élection à enjeu local, moi, je me dis a posteriori qu'ils n'avaient pas compris le président de la République. Parce que le président de la République avait dit que les perdants de ces élections-là allaient être sanctionnés, que ce soit les ministres, les DG. Je pense que c'était un élément suffisant pour dire aux gens de l'APR que l'élection était à enjeu national. Et je pense que ça s'est vérifié par la suite. Le fait que
beaucoup de responsables d'APR et de façon générale de la mouvance présidentielle estimaient que ces élections-là étaient à enjeux locaux. Je pense que ça découlait d'une certaine crainte par rapport aux résultats. Et je pense que cette crainte même habitait le président de la République. On peut saluer que le fait que le président ne se soit pas engagé dans ces élections locales-là, parce que avant, on n'était pas vraiment habitué à cela. Je pense qu'il est resté en dehors de la mêlée. Mais je pense qu'il y a des leçons à tirer. Et des leçons à tirer, c'est que, moi, la leçon fondamentale que je tire de ces élections locales, c'est que toutes les élections ont des enjeux nationaux. Et je pense que le départ d'Aminatou Touré, la promotion de M. Dione et les perspectives qui ont été fixées par le président de la République, tous les enjeux qui ont été dessinés autour de ce gouvernement-là, je pense que ça prouve éloquemment que maintenant, dans ce pays-là, les élections vont fondamentalement devenir des élections à enjeux nationaux. Alors, Cheikh Sadibou Fall, de quand certains observateurs avaient misé, en tout cas, sur une avancée significative de l'électorat du Parti démocratique sénégalais, il y a eu une évolution de votre score, si l'on compare ce score avec celui que vous aviez obtenu aux législatives, mais il faut dire que le résultat n'est pas fameux. Oui, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à prendre part à cette émission. Je pense que c'est la première fois que j'y assiste et saluer mes amis qui sont autour de la table et à l'instar de mon ami féliciter d'abord le peuple sénégalais qui a eu la maturité politique qu'il a toujours eu d'ailleurs, parce qu'il est évident que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise matériellement les élections, mais je crois que ce qu'il faut surtout saluer, c'est la maturité politique et la maturité citoyenne des Sénégalais et des Sénégalaises qui ont su à chaque fois administrer une leçon de démocratie aux hommes politiques. Quels que soient les enjeux avant les élections, quelle que soit la tension, on a vu qu'au moment du vote, les gens se sont rendus de manière disciplinée, ont voté dans la tranquillité et sont rentrés chez eux sans que cela ne pose de problème. Donc je pense qu'il fallait le saluer, même s'il faut reconnaître de notre côté que le ministère de l'Intérieur a effectivement fait son boulot comme il devait le faire. C'est son travail et je crois qu'il faut aussi les féliciter, avoir l'honnêteté intellectuelle, une prestation correcte de l'administration, même si après il y a eu quand même quelque part beaucoup de couacs et des contentieux qui aujourd'hui vont être déférés devant les tribunaux pour être jugés. Vous voulez parler du lourd contentieux, du lourd contentieux surtout à Saint-Louis, voilà, exactement. Mais pour ce qui est du Parti démocratique sénégalais, je pense qu'il fallait le comprendre. C'est un parti qui vient de subir une défaite en 2012 et nous étions dans une phase de remobilisation et de reconstruction. Pour vous donner une idée de tout cela, c'est que, comme vous l'avez su, le secrétaire général national du parti est resté absent. On a confié la gestion du parti à Omar Sarr, qui était le coordonnateur, fait ce qu'il a pu faire, mais vous savez, quand on sort d'une situation telle que celle que nous avons vécue en 2012, il est très difficile de recoller le morceau. Moi, je pense que, contrairement à ce que vous dites, qu'au contraire, il faut saluer le fait que le Parti démocratique sénégalais soit encore un parti vivant, un parti debout. Et qui a su gagner des challenges extrêmement importants. Mais la lecture des résultats pourrait inspirer le contraire. Hein. Oui. Le président de la République, l'ancien président de la République s'est impliqué dans la campagne, mais il faut dire que la sanction infligée par les Sénégalais à la majorité présidentielle ne vous a pas du tout profité, vous, le principal parti de l'opposition. Oui, parce que justement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, que nous étions dans une phase presque de démobilisation, qu'il y a eu un effritement. Vous savez, quand un parti est géré par un homme qui a le charisme de Maître Wade, ou comme c'était le cas d'Abdou Diouf, dès qu'il se met un peu en retraite après une défaite pareille, il y a un éclatement. Il y a beaucoup de gens qui sont partis aujourd'hui, qui ont fait des résultats. Regardez ce qui s'est passé à Thiès. Idrissa Seck est un ancien du Parti démocratique sénégalais. Abdoulaye Baldé aujourd'hui qui a gagné non seulement le département de Ziguinchor, mais aussi la ville de Ziguinchor, est un ancien du Parti démocratique sénégalais. Des gens qui sont partis juste après le départ de Wade en exil. Voilà, donc tout ça, si on le met ensemble, en réalité, la aujourd'hui a pu tirer son épingle du jeu. Donc on ne peut pas dire que le Parti démocratique sénégalais, oui, la famille libérale dans son ensemble. Donc je rejoins ce que vous avez dit. Mais moi je parle du Parti démocratique sénégalais. J'ai l'impression que le PDS ne se présente plus en alternative aux yeux des populations. Il y a nécessairement une étape qu'il faudra franchir.
le PDS reste toujours le deuxième parti quand même au niveau sur l'échiquier politique sénégalais, mais il y a effectivement une étape qu'il faudra franchir, c'est celle de la remobilisation qui devra passer forcément par un congrès et peut-être par une retrouvaille de la famille libérale. Ça, je vais avoir l'honnêteté de vous le dire. Donc il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là et je pense que les dirigeants du parti, y compris le secrétaire général national, est conscient de cette situation et que nous allons bientôt effectivement nous retrouver en congrès pour pouvoir effectivement d'abord faire le bilan de ce que nous avons fait jusqu'à présent ici, ensuite faire le bilan du pourquoi et du comment nous avons pu en arriver à cette situation et ensuite poser les bases des jalons d'une reconquête des Sénégalais en termes électoraux et devenir le premier parti que nous avons Merci beaucoup, cher Sadibou Fall. Alors, Abdou Aziz Diop, il y a un paradoxe dans cette élection, c'est que le camp présidentiel remporte, en tout cas, remporte des centaines de collectivités locales, mais il subit la loi de 2009 qui avait frappé le Parti démocratique sénégalais en perdant des capitales régionales stratégiques, dont la très importante capitale sénégalaise. Est-ce que ces élections sonnent comme un rejet de toute la politique économique que vous déroulez depuis l'accession du président de la République au pouvoir en 2012? Merci Maïmouna de votre question. Merci de l'invitation. Je salue au passage ceux avec qui je partage ce plateau pour débattre des problèmes du pays au sortir des élections locales, qui est une phase très importante de notre vie démocratique. Nous avons connu une présidentielle qui s'est très bien passée, des législatives le 1er juillet 2012 qui se sont très bien passées, et les élections locales qui se sont également très bien passées. Je disais lors de mon dernier passage sur ce plateau, j'étais avec Momar Dieng ce jour-là, que les Sénégalais montreront à toutes celles, à tous ceux qui considèrent qu'il y avait une pléthore de listes, 2700, ce qui n'est pas faux, et à Jeune Afrique, que je considère comme un journal qui pendant 50 ans infantilise le continent africain sans connaître véritablement le continent africain, ses pulsions, ses perspectives, qui parlaient de grande pagaille. Les Sénégalais ont donné tort à Jeune Afrique, qui parlait de grande pagaille, ont donné tort à ceux qui s'en prenaient au système politique sénégalais en disant 2700 listes, c'est pas tenable. L'administration territoriale a prouvé que c'était tenable. Ceux qui ont dépouillé le jour des élections ont montré que c'était tenable. Le peuple sénégalais qui a su faire le tri dans les listes pour porter aujourd'hui au pouvoir les conseillers municipaux et départementaux ont également administré la preuve que notre système démocratique tient la route. Ça, c'est la leçon que je tire et je le salue, je m'en félicite. Ça veut dire que notre démocratie continue et va faire, dans les années à venir, de véritables progrès, quelles que soient par ailleurs les velléités de résistance que lui oppose une certaine classe politique dont peut-être nous aurons l'occasion de parler. Maintenant, avant de perdre une capitale, il faut d'abord l'avoir gagnée. Le parti, l'Alliance pour la République et Benno Bokk Yakaar n'était pas à la tête de la mairie de Dakar. À la tête de la mairie de Dakar se trouvait le candidat de Benno Siggil Sénégal en 2009, à ne pas confondre avec Benno Bokk Yakaar. Donc le président Macky Sall, si c'est de lui dont vous parlez, ne peut pas avoir perdu une capitale qu'il ne contrôlait pas déjà, du point de vue local, je veux bien dire. On ne peut pas non plus dire qu'il a perdu une autre capitale régionale dès lors qu'il n'était pas le maire, un de ses lieutenants ou de ses partisans ou de ses amis, n'était pas le maire dans cette grande capitale. L'aspiration de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar était de contrôler la majorité des collectivités locales au Sénégal, et c'est le cas sur l'étendue du territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous étions dans une élection présidentielle, le président Macky Sall aurait de fortes chances d'être élu dès le premier tour de scrutin. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut se méfier, il faut faire très attention. C'est des élections qui ont des enjeux nationaux. Momar a bien raison de le dire, parce qu'en réalité, les collectivités locales sont des démembrements de notre territoire. Par conséquent, les enjeux nationaux sont réels. Personne ne les a jamais refutés. Ce qui se passe à Thiès se passe également au plan national, puisque Thiès est partie prenante du territoire sénégalais. Par conséquent, les enjeux nationaux, personne ne les réfute, mais restons dans le local.
pour ne pas trop sortir du cadre de ces élections. Parce que si on le fait... je termine. Il va nous être difficile de circonscrire ces élections à un cadre strictement local. Et puis, pour rebondir sur votre argumentaire un instant, Abdou Aziz Diop, sur un plan purement politique et électoral, le président de la République et sa majorité avaient remporté Dakar, Saint-Louis lors de la présidentielle et lors des législatives. Alors, quand on parle de perte, nous nous situons à ce niveau. Bien sûr que du point de vue local, l'APR contrôlait à peine une dizaine de collectivités locales et qu'aujourd'hui, ce parti est à la tête d'une centaine de collectivités locales. On est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle je vous dis que personne ne refute les enjeux nationaux de ces élections locales. Parce que ce qui se passe localement se passe au plan national, les localités étant des localités du Sénégal. Personne ne les refute, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je veux dire, toute proportion gardée, gardons la tête sur nos épaules en disant, si vous insistez sur ce que les journalistes se sont empressés d'appeler une raclée, le président Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakaar restent majoritaires dans le pays. Ce qui ne les dédouane pas d'un véritable travail politique profond dans la perspective des prochaines échéances électorales. Tout le monde en a conscience. Ils restent majoritaires, mais ils ont eu des difficultés à déboulonner des mastodontes politiques tels que Khalifa Sall, Idrissa Seck, Abdoulaye Baldé, et vous avez failli rater le coche au niveau de Saint-Louis. Laissez-moi vous dire, puisque vous parlez de Khalifa Sall, laissez-moi vous parler de Khalifa Sall très rapidement. Les élections locales du 29 juin 2014 ont été courues par des conservateurs et des réformistes. Les conservateurs du Parti socialiste ont couru ces élections en insinuant, ce qui était faux, que le nouveau code des collectivités locales, voté par l'Assemblée nationale et promulgué par le chef de l'État, était une loi contre le maire de Dakar. C'était pour l'éjecter de son fauteuil. Il est difficile de ne pas suspecter ces manœuvres politiques. Je vous en prie, votre question est très claire. Permettez-moi d'être très clair avec les téléspectateurs dans ma réponse, en me laissant aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez-y. Tout le monde comprendrait ce que je dis. Je le répète, les élections locales du 29 juin 2014 ont été courues par une élite politique conservatrice et une élite politique réformatrice. La réforme, c'est quoi? La réforme, c'est le nouveau code général des collectivités locales, voté par l'Assemblée nationale, légitimé par le suffrage universel et promulgué par le chef de l'État. Pour faire quoi? Pour faire des communautés rurales des communes de plein exercice et des communes d'arrondissement de Dakar des communes de plein exercice, en les dotant de ressources financières accrues, afin de leur permettre de prendre à bras le corps les problèmes auxquels les citoyennes et les citoyens sénégalais sont confrontés au plus près d'eux, par le truchement des conseillers municipaux et des conseillers départementaux. Il se trouve que Khalifa Sall n'a pas fait sa campagne sous ce registre-là. Il a eu une stratégie de victimisation et le vote émotionnel de nature massif au Sénégal a consacré ce qu'il a consacré. C'est une pratique légitime en politique. Hein? Je termine mon raisonnement. Je termine mon raisonnement en disant ceci. Ce qui va se passer, nous sommes sortis de cette élection. Khalifa Sall garde son fauteuil de maire de ville de Dakar, avec des pouvoirs accrus des communes de plein exercice de Dakar. Ce qui risque de se passer, c'est que ces communes de plein exercice qui vont ouvrir les livres du Code général des collectivités locales vont se rendre compte que le président Macky Sall, par sa volonté et celui de son gouvernement, leur a donné des pouvoirs accrus qui les autonomisent par rapport à la mairie de ville. Et c'est là où le problème va se poser au niveau de Khalifa Sall. Pour avoir fait une campagne sur un mensonge, il va falloir, avec ce mensonge-là, ses relations avec les maires des communes de plein exercice. Merci beaucoup. Alors, ce qui est suspicieux, Abdou Aziz Diop, c'est la particularité du mode de scrutin à Dakar. Il est difficile dans ce cas de ne pas suspecter des manœuvres politiciennes visant un adversaire politique. Et c'est sur cette base-là que Khalifa Sall a battu. Non, j'ajoute très rapidement quelque chose sur ce point précis. Parce que si vous faites des commentaires, vous faussez le débat. Moi, je ne fais pas de commentaires, j'analyse. Je fais une remarque. J'analyse. Ce que je dis est très simple. Ce que je dis est très simple. Le 29 juin,
les Sénégalaises et les Sénégalais qui se sont déplacés dans le département de Dakar devaient élire des maires à la tête de conseils municipaux de plein exercice. C'est ça la réalité. Avec des pouvoirs institutionnels et financiers accrus qui leur permettent, je termine, qui leur permettent de prendre à bras le corps les problèmes auxquels les populations, au plus près desquels ils sont en activité, sont confrontés. C'était ça la réalité de la relation. Merci beaucoup. De cette élection. Cette réalité-là a été travestie par Khalifa Sall et a gagné l'élection à Dakar sur un mensonge qui se retournera contre lui. Merci beaucoup. Alors, Abdourahmane Diouf, la percée attendue du côté de Rewmi n'a pas eu lieu. Le parti est en perte de vitesse dans plusieurs de ses bastions. Alors, le sentiment de beaucoup de républicains, c'est qu'ils ont réussi, même s'ils n'ont pas remporté l'élection à Thiès, à circonscrire Idrissa Seck dans un département. Est-ce qu'ils ont tort? Merci bien, Madame Faye. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. C'est toujours un plaisir de revenir ici débattre de ces questions qui intéressent les Sénégalais au plus haut point. Vous avez introduit tout à l'heure en disant que j'étais un candidat malheureux à la mairie de Rufisque. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire que j'ai fait une campagne extrêmement excitante qui a donné d'excellents résultats. Même si je ne serai pas le maire de Rufisque, nous avons des conseillers. Nous sommes présents à la commune, à la ville et au département. Et j'aimerais dire aux Rufisquois que maire ou sans maire, nous continuons le combat parce que nos ambitions pour Rufisque restent intactes. Et nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les Rufisquoises et toutes les Rufisquois qui nous ont accompagnés dans cette bataille. Maintenant, pour revenir aux enjeux des élections locales, bon, je vois le jeu sémantique qui est en train d'être fait sur l'enjeu local et l'enjeu national. Je dois dire et confirmer, comme l'ont dit certains co-débatteurs, que la dimension nationale de cette élection a été très rapidement donnée par le président de la République lui-même et son administration territoriale, notamment le ministre chargé de la décentralisation. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les aspects les plus importants de l'acte 3 de la décentralisation n'ont pas été mis en œuvre, qu'on a préféré les différer et que pour ces élections-ci, on a juste mis en œuvre la dimension du scrutin qui pouvait gêner l'avancée du parti présidentiel au niveau de villes comme Thiès, comme Rufisque, comme Dakar, ou bien comme Guédiawaye ou comme Pikine. Je m'explique. À Dakar, à Thiès, à Rufisque, nous avons l'élimination des scrutins de ville. Il est extrêmement important, je reviens toujours sur cette question, il est extrêmement important que les Sénégalais sachent qu'on n'a pas donné à ces villes-là l'opportunité d'élire plus ou moins directement leur maire. Le fait que cela sombre sur Thiès et que cela sombre sur Dakar avait une visée électorale qu'on ne pouvait pas nier. Donc le fait qu'en amont, on ait joué sur les réformes des institutions pour régler le problème de potentiels candidats à la présidentielle de 2007, c'est une attitude qui n'est pas républicaine, c'est une attitude de politique politicienne qui a eu un impact directement sur les élections. Aujourd'hui, quand vous gagnez le scrutin majoritaire et que vous avez même 2 ou 3 personnes sur la proportionnelle, vous êtes pratiquement sûr d'être maire, à moins d'être trahi par un certain nombre de vos conseillers, ce qui n'est pas toujours très probable. Par contre, dans ces villes dont on parle, la situation est encore plus corruptogène, parce qu'il est extrêmement difficile d'avoir une majorité homogène. Si vous prenez l'exemple de la ville de Rufisque, dans les 3 communes, ce sont 3 coalitions différentes qui ont gagné. Aujourd'hui, il n'y a aucune lisibilité. Il est pratiquement impossible de vous dire qui sera le maire de Rufisquois, et tout cela provient du fait qu'il y a une instrumentalisation des élections locales. Toujours par rapport à cette dimension nationale, j'ai bien aimé le raisonnement de M. Diop, que j'ai l'habitude d'écouter depuis longtemps, et que j'avais notamment écouté lors des élections locales de 2009. Le raisonnement n'est pas le même. Le raisonnement est totalement biaisé. Parce qu'à l'époque, tout le monde avait compris que le PDS du président Abdoulaye Wade avait gagné la majorité des collectivités locales. C'est vrai. Si on prenait la majorité des électeurs au Sénégal, c'est le PDS qui avait gagné. Mais tous les observateurs politiques, y compris lui-même, avaient compris à l'époque que ce n'est pas parce qu'on a gagné une majorité de collectivités locales qu'on est dans une phase ascendante. Dakar vaut combien de collectivités locales? Pikine vaut combien de collectivités locales? Et Rufisque, et Thiès, et Saint-Louis. Donc je pense que si M. Diop et les membres de son parti n'ont pas compris à travers ces résultats que le régime de Macky Sall politiquement est en danger, moi je préfère les laisser se complaire dans cette lecture de la situation, mais les Sénégalais, eux, ont bien compris. Si on regarde les résultats au niveau national, prenez l'axe Saint-Louis, Dakar, Centre, Ziguinchor.
qui regroupe pratiquement 80% de l'électorat, c'est la Bérésina pour le parti présidentiel. Et si on suit cette tendance, on se demande même si le président Macky Sall pourrait être présent à un deuxième tour en 2017. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants qui sont des enjeux de politique nationale et qui sont sortis de ces élections. Maintenant, j'aimerais dire aussi que le critère, parce que vous m'avez posé la question sur le Rewmi, nous n'avons pas le même diagnostic. Vous savez, nous sommes dans un pays où la tendance, ce sont les coalitions. Rewmi est allé partout en coalition. Aujourd'hui, les résultats officiels ne sont pas proclamés. Nous sommes en train, de façon méthodique, de faire le décompte de nos conseillers Rewmi, là où Rewmi n'est pas allé en coalition, et le décompte de nos conseillers en tant que membres d'une coalition. Ces résultats, nous ne pourrons l'avoir qu'à la proclamation officielle des résultats. Rewmi est allé en coalition, mais Rewmi était dans toutes ces coalitions la partie visible de l'iceberg. Et vous avez perdu Tivaouane pour la première fois, vous perdez Sangalkam, vous perdez votre bastion de Mbour. Il ne vous reste que le département de Thiès. Non, je ne suis pas d'accord avec cette lecture des résultats. Je vous donne juste un exemple. On a toujours dit que Rufisque a été un bastion de Rewmi. Est-ce que vous savez que dans Rufisque-Ville, Rewmi n'a jamais gagné pratiquement un bureau de vote? C'est la première fois en 2014 que Rewmi gagne un bureau de vote. Les résultats dont on parle à Sangalkam, ce sont les résultats de la coalition Benno Bokk Yakaar. Regardez, l'exemple de Rufisque est important. Les 3 communes de Rufisque, qui sont des bastions électoraux extrêmement importants, n'ont pas été gagnées par Benno Bokk Yakaar, qui gagnent quand même au département, mais sans avoir la garantie d'avoir une majorité, parce qu'ils ont des candidats qui sont éclatés. Donc il n'est pas possible, dans ce scrutin, de donner des résultats de Rewmi. Quelle est votre appréciation de la prestation de Rewmi, même si le parti s'est engagé, comme vous dites, dans une coalition? Vous n'êtes pas en régression? Ah non, absolument pas. Rappelez-vous qu'on a fait, nous, à peu près 8% lors de l'élection présidentielle. Depuis lors, nous sommes dans une phase de massification. Nous nous sommes rendus compte avec nos statistiques que depuis qu'on est sorti de la coalition Benno Bokk Yakaar le 11 septembre 2003, on est dans une phase ascendante et les résultats que nous avons vus lors des locales nous donnent des raisons d'espérer. Et je vais en terminer là. Le critère de lecture de ces élections, ce n'était pas des critères de parti. Vous espérez incarner l'alternative? Nous sommes déjà l'alternative. Que faites-vous de Khalifa Sall? Nous sommes déjà l'alternative. Khalifa Sall qui met la main sur la capitale. Je vais terminer sur les locales, je vais en venir. Nous sommes déjà l'alternative. Parce qu'il y avait 2 camps. Il ne faut pas travailler par effritement. Il y avait 2 camps. Il y avait la coalition Benno Bokk Yakaar qui représente le pouvoir en place, le parti présidentiel, et il y avait les autres. Tous les autres, ce sont ceux qui ne se retrouvent pas dans la façon dont le Sénégal est géré actuellement. Et tous ces autres-là, en coalition ou seuls, ont réussi à mettre en minorité le président de la République. C'est ça la bonne lecture de la situation. Nous sommes dans une dichotomie politique qui fait qu'aujourd'hui, si une élection avait lieu, au meilleur des cas, le président de la République serait en ballottage et battu au 2e tour. Au pire des cas, pour lui, il perdrait au 1er tour. Au meilleur Maintenant, des cas, nous avons une ambition présidentielle. Au meilleur des cas, Idrissa Seck serait 3e. Au pire des cas, il se classerait 4e. Je ne sais pas quelles sont les ressources. Nous avons les éléments qui nous permettent de penser aujourd'hui que nous sommes l'alternative pour 2007 et nous y travaillons. Merci beaucoup, Abdourahmane Diouf. Alors, nous allons en venir à celui qui remplace Aminata Touré au niveau de la station primatoriale. J'ai eu à lire une contribution de Oumouane, la présidente de Africa 7, et j'ai été frappée par un passage de cette contribution que je vais vous décliner. Mohamed Dionne n'échouera pas si l'échec veut dire faire de l'ombre à son patron ou même lui donner l'infime impression de saliver sur son fauteuil. Il n'échouera pas non plus si la courtoisie, la loyauté, l'altruisme, le sens de la diplomatie et l'intelligence sociale sont des vertus dans le contexte actuel du Makiland. Momar Dieng, est-ce que Macky Sall tient aujourd'hui l'homme qui va matérialiser son ambition pour 2017? Mais permettez-moi juste de revenir sur 2 éléments qui ont été abordés ici. C'est un peu sur les élections locales toujours. Très rapidement, je dirais qu'on ne peut pas parler de lisibilité politique au sortir de ces élections locales. C'est pourquoi je m'étonne que Abdoulaziz Diop soit aussi confiant pour dire que le président Macky serait élu à un 1er tour. Vous devez vous étonner aussi que Abdourahmane Diouf puisse penser que Rewmi a fait une percée. Je me suis plutôt intéressé au raisonnement d'Abdoulaziz Diop parce que, effectivement, dans ce pays-là,
la tendance, c'est les coalitions. Et à partir des coalitions, il est extrêmement difficile de sortir des résultats sérieux. De connaître le poids des partis politiques. De ressortir des résultats sérieux qui permettent d'identifier de probables vainqueurs. La deuxième chose aussi, c'est qu'il a parlé de vote émotionnel, pour Khalifa Sall. Moi, je pense que si on est dans sa logique, on parlerait de vote émotionnel à Fatick. Macky Sall est natif de Fatick. On parlerait de vote émotionnel à Thiès avec Idrissa Seck. On parlait de vote émotionnel partout où il y a des leaders politiques qui ont gagné. Je pense que à Dagana, au Marsan, je pense que sur ce plan-là, il y a quand même en attendant que les résultats soient fixés, je pense qu'il y a quand même des lectures à faire par rapport à ces locales-là. Sur l'acte 3, Abdelaziz le sait autant que mieux que moi, certainement. Je pense que dans toute réforme politique, dans tous les pays du monde, il y a des en-dessous politiques. Il y a des en-dessous politiques et cette réforme de l'acte 3-là n'a pas échappé à la règle. Il y a des en-dessous politiques. On en a tellement parlé que je ne vois pas l'utilité de revenir là-dessus. Le président de la République a défini des options qui font que, d'une certaine manière, l'acte 3 a été une initiative qui a été plutôt biaisée quelque part en amont. Maintenant, pour revenir au Premier ministre, moi, ce que je crains, c'est qu'on soit dans un éternel recommencement. Parce que mettre un Premier ministre pendant 10 mois, qui reste au poste pendant 10 mois, moi, ça me paraît quelque chose de très calculé. Ça me paraît quelque chose de très calculé. C'est comme quelque chose qui était prémédité. Tu vois. Un Premier ministre qui exerce pendant 10 ans, qui au contact d'élections locales, va disparaître, je me dis qu'en dessous, il y avait quand même des programmations qui auraient été faites sur ce plan-là. Vous donnez raison à ceux qui ont pensé que la primature était plutôt une sanction pour Aminata Touré. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on puisse penser que Aminata Touré pouvait battre Khalifa Sall. Pour qui connaît Grand Yoff, quand même, pour qui connaît Grand Yoff, c'est comme dire qu'on peut battre Macky Sall aujourd'hui à Fatick. Si Macky était candidat, je pense qu'il serait imbattable à Fatick. Et ce n'est pas la première fois qu'elle se présente à des élections locales. Vers les années... En 2002, elle s'est présentée pour le compte de Ande Diop et le résultat était loin. Oui. Maintenant, pour en revenir... bon, le cas Aminata Touré, on l'a dépassé. Maintenant, pour revenir au cas Dione, je pense que moi, je crains un éternel recommencement. C'est qu'on est dans une situation où le président de la République est pratiquement condamné à conserver un Premier ministre pendant 3 ans. Et sur un plan politique, moi, ça me paraît extrêmement difficile. Parce que ça veut dire que ce Premier ministre-là, il ira jusqu'à l'élection présidentielle. Et ça veut dire que pendant 3 ans, presque 3 ans, ce sera plus de 3 ans, ce Premier ministre-là devra tenir les engagements du président de la République. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faudra qu'on en revienne un peu à ces élections locales-là, parce que je pense qu'on a très tôt clos le dossier-là. Je pense qu'au-delà des résultats politiques, je pense qu'il y a eu en dessous des sanctions politiques qui sont infligées au pouvoir. En termes économiques, en termes sociaux, il faudra lire les résultats de ces élections-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un parti qui est là, un parti présidentiel qui est là, depuis un peu plus de 10 ans, qui s'acharne à conquérir Dakar. Abdelaziz a raison. Dakar ou Ziguinchor n'était pas dans l'escarcelle du camp présidentiel, mais un parti présidentiel qui est là depuis 2 ans, qui investit autant de moyens, pas comme les autres, mais beaucoup de moyens pour arracher la capitale, je pense qu'on ne peut appeler ça qu'un échec. Et ça me paraît extrêmement dangereux pour la suite des 3 ans qui restent au président de la République. Abdelaziz Diop, est-ce que le président de la République tient aujourd'hui l'homme qui va mettre en œuvre son programme, sa vision pour le Sénégal? Très bien. Dans un premier temps, puisqu'il est impossible dans ce débat de ne pas revenir au local, parce que c'est le véritable prétexte de ce débat. On va parler du Premier ministre, on va parler du changement qui s'est opéré et de ce qu'on en attend. Je crois que nous parlerons des perspectives socio-économiques. Je crois savoir, lorsque j'ai reçu votre invitation, que ce débat tournerait... Nous abordons cette partie consacrée au Premier ministre pour aborder ces perspectives socio-économiques. Et j'aimerais qu'on puisse clore la page des locales. Je crois que M. Diouf me rappelle très mal mes propos de 2009. En 2009, mon propos central était celui-ci. La démocratie est de retour. Depuis qu'elle est de retour, la démocratie, elle se confirme, se réaffirme d'élection en élection.
les Sénégalais, décidant du sort des hommes politiques à chaque scrutin. La lecture qu'il a faite en disant que la mienne est biaisée, je lui laisse la responsabilité de ce commentaire-là. J'ai comme l'impression qu'il est venu dans ce débat pour plaire à quelqu'un. Moi, je ne suis pas venu dans ce débat pour plaire à quelqu'un ou pour être mieux vu par quelqu'un. Je suis venu dans ce débat pour très froidement faire une lecture des résultats des élections. Ce que je dis en termes de vote émotionnel, avant de maintenant répondre à votre question, il faut qu'on me comprenne très bien. Le vote émotionnel est toujours provoqué par les candidats à l'élection qui se victimisent par rapport à des réformes qui sont engagées. De deux choses l'une, où l'on engage des réformes dans ce pays et on change son visage, où on ne le réforme pas et c'est le statu quo. Le Parti socialiste, je me souviens d'une réflexion que j'ai toujours partagée du président Wade, même si je ne partage pas souvent ses réflexions. Alors qu'il était dans l'opposition, on lui a posé la question de savoir, le Parti socialiste sénégalais est donc le parti de gauche au Sénégal, et vous, vous êtes la droite, puisque vous êtes le parti libéral, le parti démocratique sénégalais. Il répondait en disant, en réalité, si vous regardez dans les programmes des partis et dans les attitudes des chefs de file de ces partis, vous vous rendez compte que le Parti socialiste sénégalais est plutôt un parti conservateur et le Parti démocratique sénégalais un parti réformiste. C'est le cas de l'Alliance pour la République. Ce que je veux dire par vote émotionnel, c'est lorsque vous dites aux Dakarois qu'une loi a été votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, ainsi que le prévoient nos institutions, pour m'éjecter d'un fauteuil, vous provoquez une adhésion autour d'un personnage. Et lorsque vous provoquez adhésion autour d'un personnage, on ne peut pas parler de vote émotionnel. Vous voulez dire que les électeurs ne sont pas lucides? Je termine. Vous insinuez que les gens qui ont voté n'ont pas été lucides? Je termine. Cela n'enlève en rien à la capacité des Sénégalais, je l'ai dit dès l'entame de ce débat, à aller trier dans les listes ce qu'ils estiment bon pour leur localité. La chose sur laquelle j'insiste... Les Dakarois estiment que Khalifa Sall est le meilleur pour leur localité. Ce qui ne m'empêche pas d'insister sur un point qui me semble fondamental. Le Sénégal a changé avec le Code général des collectivités locales. De quelle manière? Les communes deviennent des communes de plein exercice, dotées de moyens pour prendre à bras le corps les problèmes. On pourrait ne pas y revenir. Khalifa Sall n'a pas dit ça aux Dakarois. Il sera obligé de le dire parce que les maires élus des communes d'arrondissement, devenus des communes de plein exercice, vont devoir bénéficier de tous leurs privilèges. Et parlons du Premier ministre Mohamed Dionne. Si nous parlons du Premier ministre Mohamed Dionne, je vais vous dire quelque chose qui me semble très simple. Lorsque Aminata Touré a fait sa déclaration de politique générale, j'ai salué cette déclaration de politique générale pour fondamentalement une raison. C'est qu'elle avait réussi à ramener la confiance dans le pays. En quoi faisant? En disant quelles étaient les ambitions sociales, économiques, culturelles et politiques du président Macky Sall. Et de manière très claire. Je crois qu'à l'époque, y compris la presse, qui n'est jamais tendre avec un pouvoir en place, avait salué ce discours de politique générale. Qu'est-ce qu'il restait à faire pour Mimi Touré? C'est la mise en œuvre en parfaite intelligence avec le président Macky Sall. Qu'elle n'a pas eu le temps de faire. Si cette intelligence n'est pas parfaite, je n'en ai aucune idée, parce que je n'ai jamais été consulté sur ces questions. Je ne me suis jamais mêlé de ce genre de querelle, si ces querelles existent. J'en ai aucune idée. Et si le président Macky Sall estime qu'il n'est plus en parfaite intelligence avec son Premier ministre, il lui est loisible de le changer en conformité avec la Constitution. C'est ce qui s'est passé. Aucun mot sur Mohamed Dionne. Alors, ce que je dis sur Mohamed Dionne, il a la confiance du chef de l'État. Il était ministre en charge de la mise en œuvre et du suivi du plan Sénégal émergent. Il y a un ministre qui se substitue à lui. Lorsque nous aborderons les perspectives socio-économiques, vous verrez à quoi va servir Mohamed Dionne. Excusez-moi. Alors, cher Sadibou Fall, la même question, je vais vous la poser. Est-ce que Mohamed Dionne est l'homme des rêves présidentiels de Macky Sall? Non, vous me permettrez, avant d'aborder ce sujet, de vous dire quand même, parce que j'ai constaté que M. Diop, que j'estime beaucoup,
a presque triplé si on avait calculé notre temps de parole ici. Oui, il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps et effectivement... Je raisonne. Il prend beaucoup de temps pour raisonner. Nous avons aussi Je raisonne. à poser nos problèmes, ce qui me permettra de revenir très rapidement sur les élections locales, si vous le permettez, parce que je crois qu'il a triplé notre temps de parole, pour dire effectivement, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on trompe les Sénégalais. Il faut avoir une lecture très pointue, une lecture honnête de ce qui s'est passé. Je reconnais son talent à mal poser les problèmes, peut-être pour mieux légitimer les solutions ou les réponses qu'il leur apporte. Ça, c'est son problème. Il défend sa chapelle, c'est tout à fait normal. Mais je reviendrai pour dire aujourd'hui, ceux qui ont été battus, en fait, lors de ces élections, c'est le pouvoir. Parce que le pouvoir a fait un pari. D'abord sur la confection de cette loi sur les collectivités locales. C'était une mauvaise loi, forcément. C'était une mauvaise loi. Mais on a fait un forcing au niveau de l'Assemblée nationale pour le faire passer. Et voilà le résultat aujourd'hui. Et quand on me parle de Khalifa Sall en disant qu'il a utilisé un mensonge pour accéder au pouvoir, moi je ne suis pas du tout d'accord. Khalifa Sall a utilisé effectivement le dispositif législatif qui est une faille du système qui était là pour effectivement se positionner. Et ce débat-là est un débat de dupes. Parce qu'en réalité, Khalifa Sall, je me demande pourquoi le président Macky Sall lui reproche d'avoir gagné Dakar alors qu'il fait partie de sa propre coalition. Il fait partie de la mouvance présidentielle. S'il gagne Dakar, on devrait le considérer. Ça prouve aujourd'hui que, en parenthèse, que cette coalition-là dont on parle, Benno Bokk Yakaar ou je ne sais pas quoi, est une coalition qui est extrêmement fragile et qui ne va pas résister au premier assaut. Et vous verrez, à l'approche des élections présidentielles à venir, que effectivement tout cela va voler en éclats. Donc, je crois qu'il faut rester serein et dire au président Macky Sall d'avoir une lecture de ce qui s'est passé. C'est un avertissement que viennent de lui infliger les Sénégalais. Et ce n'est pas vrai quand on dit que si on était allé aux élections présidentielles en utilisant le taux de ces élections-là, en prenant comme référence ces élections-là, aujourd'hui, il serait réélu au premier tour. C'est tout à fait faux. D'abord, il y a le taux d'abstention qui est énorme. Et ensuite, quand on regarde la configuration des résultats aujourd'hui au niveau national, rien ne permet de dire effectivement que Macky Sall n'a pas perdu son parti aussi, qui est un parti tout à fait désorganisé, n'a pas perdu son emprise. La preuve, toutes les querelles que ça a suscité au niveau de son parti, des gens qui se sont rebellés presque contre le président, et aujourd'hui, ceux qui ont été défenestrés suite à ces, comment dirais-je encore, à ces menaces, aujourd'hui menacent même. Donc, pour revenir sur l'affaire du Premier ministre, en partant de Mimi Touré, il y a eu un défi. Il y a eu un problème entre le président qu'on a essayé d'étouffer et son ancien Premier ministre, Mme Mimi Touré. Ce problème-là, on a essayé de l'étouffer pendant très longtemps. Mimi Touré a eu presque une attitude de défiance en voulant montrer au président son poids politique pour aller se présenter contre Khalifa Sall à Grand Yoff. Elle a subi une défaite cuisante. Et le président était obligé, elle aurait même dû, elle, avant cela, en tirer les conséquences et démissionner. Le président en a tiré les conséquences, elle a démissionné, en réalité. Donc c'est un problème qui se situe à l'intérieur du camp présidentiel et un défi. Vous direz que peut-être c'est la nature de notre régime présidentiel qui est là, qu'il y a toujours une dualité entre les ministres. En fait, elle était accusée de délit d'ambition. Mais c'est ça, non, mais c'est qu'elle créer son précaré au niveau vraiment, il fallait être aveugle pour ne pas voir que c'est une femme qui développait une stratégie pour effectivement demain peut-être pouvoir suppléer à Macky Sall le cas échéant. Voilà, c'est légitime aussi, hein. Mais tout à fait, c'est légitime, mais il faut avoir le courage aussi d'afficher ses ambitions. Et je pense que quand on a fait un tel challenge, quand on a échoué, il faut avoir le courage aussi d'en tirer les conséquences et de ne pas attendre d'être démissionné, c'est-à-dire d'être humilié. Voilà en fait le problème qu'on a essayé de cacher aux Sénégalais, mais les Sénégalais le savaient déjà. Et vous, journalistes avertis, vous l'avez dit. Deux de vos confrères ont déjà beaucoup disserté là-dessus. Voilà, maintenant le problème, c'est que après cela, il y a eu l'étape de la nomination du gouvernement. On a attendu 3 jours. Moi, je pense qu'un président de la République qui prend, et là ça prouve encore qu'il y avait problème, qui prend la décision de se séparer de son Premier ministre, aurait eu déjà sous la main un Premier ministre de rechange, n'est-ce pas? Mais il nous a fait attendre 3 jours.
3 jours durant lesquels les Sénégalais ont été tenus en haleine pour effectivement nommer un deuxième Premier ministre. Cela trouve toute la gêne que le président de la République et son camp ont eu à gérer cette situation. Mais contrairement à votre assertion, je pense que Mohamed Dionne nous savait presque depuis 2 semaines qu'il allait remplacer Aminata Touré et que l'objectif au niveau du camp présidentiel, c'était d'avoir une équipe le lundi. Il n'y avait rien d'officiel. Mais je pense que l'équipe était déjà constituée le samedi. Donc, voilà, mais c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit qu'il y a eu un jeu de dupes. Mimi Touré a été liquidé depuis très longtemps. Ça, les gens l'ont dit il y a 1 mois ou 2 mois de cela, que Mimi Touré ne faisait plus partie du prochain atterrage gouvernemental. C'est pour ça qu'elle a essayé, elle aussi, par instinct de survie politique aussi. Mais l'explication qu'on nous donne, c'est que le président de la République a voulu présenter toute l'équipe en même temps pour éviter les pressions qui pourraient venir de la classe maraboutique ou de certaines hautes personnalités du pays. Non, ça c'est des histoires. C'est l'explication qui nous sert en tout cas. Bien sûr, ils donnent des explications qui soient toujours à leur avantage, à l'avantage du président de la République. Mais une lecture politique de la situation prouve qu'il était extrêmement gêné pour former son gouvernement. Parce qu'il avait promis d'ailleurs aux gens qui auraient échoué dans leur localité de les défenestrer. Et ensuite, ce jeu de lobbying dont on parle, tout le monde sait que le président, la liste que présente le Premier ministre après sa nomination est une liste qui a été déjà dressée par le président de la République. Donc ça, c'était déjà du connu. Mais que pensez-vous de Mohamed Dionne? Mais attendez, je termine en disant qu'il ne faut pas qu'on soit dupe qu'il y avait un réel problème au niveau du sommet de l'État et que ce problème-là a été soldé par la défenestration de Mimi Touré. Maintenant, le deuxième problème, c'est un président qui a été élu il y a 2 ans et demi de cela et qui aujourd'hui nomme son 3e Premier ministre. Il y a un problème de cohérence dans la démarche. Je pense qu'on ne peut pas parler de stabilité si en 3 ans, il s'inspire d'Abdoulaye Wade. Oui, d'accord, mais Abdoulaye Wade l'a fait. Qui comparait le gouvernement à une équipe de football avec des remplaçants. Mais est-ce que c'est parce qu'Abdoulaye Wade l'a fait que nous devons forcément croire? Abdoulaye Wade lui-même a fait le bilan de cela et a su qu'à un moment donné que ce n'était pas quelque chose de vivable. La preuve, politiquement, nous l'avons payé. Proportionnellement, mais proportionnellement, Macky a largement dépassé Macky. Mais si le président de la République et le Premier ministre ne s'entendent pas, que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il continue à garder une chef du gouvernement avec qui il ne peut parler des véritables problèmes du pays. Il est obligé de la démettre. Je vais venir à ça pour dire mon sentiment là-dessus, c'est qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre. C'est un poste qui, politiquement et constitutionnellement, est inutile. Parce que d'abord, ça génère des conflits au sommet de l'État. Le président de la République nomme ce Premier ministre qui voit le Premier ministre lorgner sur son fauteuil aussitôt. Et il y a des lobbies autour du président de la République qui font effectivement que le Premier ministre est mis. Moi, j'ai vécu l'expérience, je sais de quoi je parle. Le Premier ministre est aussitôt indexé dès qu'il s'installe sur son fauteuil comme étant quelqu'un qui convoite le et les gens jouent sur le... Donc, y a-t-il des risques que cela arrive avec Mohamed Dionne? Et on en revient à cette assertion que j'ai... Voilà, mais ça c'est de la littérature, moi je ne m'arrête pas à ça, mais je dis que simplement ça risque d'arriver avec tous les premiers ministres dès l'instant où nous serons dans cette situation constitutionnelle où on va nommer un Premier ministre qui sera que le coordonnateur en fait de l'action gouvernementale, qui n'a aucune prise sur les décisions, notamment sur la définition de la politique de la nation, et qui sera là avec les moyens qu'on lui donne pour manœuvrer effectivement, peut-être gérer l'action du président. Je termine si vous permettez, parce que vous l'avez laissé parler quand même pendant beaucoup de temps. Je termine pour dire qu'il faut que effectivement le pouvoir comprenne que les Sénégalais ont sanctionné aujourd'hui le pouvoir de Macky Sall. Les gens sont fatigués dans tous les domaines de la vie. Et ce n'est pas la nomination de Dionne, quelles que soient ses qualités intellectuelles ou son cursus, qui va changer les choses. Le problème, c'est un problème de vision. Le problème, c'est un problème de cohérence dans la démarche politique, dans la démarche économique. Le problème, c'est pas un problème de Dionne ou de quelqu'un d'autre. Tant que le pouvoir n'aura pas changé de sa politique qui aujourd'hui sanctionne les Sénégalais à tous les niveaux, aujourd'hui, qu'on mette un Premier ministre ou un autre, ça ne changera pas. Alors, merci beaucoup Abdourahmane Diouf. Pendant 2 ans, le gouvernement s'est employé à faire dans ce qu'on appelle la redistribution des richesses avec la baisse du coût du loyer, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle. Est-ce qu'avec Mohamed Dionne, on va entrer dans l'ère de la création de richesses qui est plus essentielle pour une politique économique? Merci bien, Madame Faye. J'aimerais préciser 2 ou 3 choses. Rapidement. La première, je suis d'accord avec les co-débatteurs pour dire que les élections locales n'ont pas donné une lisibilité qui permet aux partis de savoir exactement ce qu'ils veulent. Deuxième chose, j'ai fait une dichotomie
entre le camp présidentiel et les autres. Ça, c'est une réalité politique. Ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique du parti au pouvoir sont allés faire leur liste et ont sanctionné la politique du président de la République et de son gouvernement. Troisième remarque, j'aimerais dire à mon ami Abdoul Aziz que rien dans ce que je dis ou ce que je fais dans un débat n'a une dimension personnelle. Je m'en arrête là. Je suis dans le débat des idées, je défends des idées et je n'aimerais pas du tout qu'on personnalise le débat. Pour moi, c'est très très important. Maintenant, par rapport au Premier ministre qui vient d'être élu, moi je ne connais pas l'homme. J'ai lu, j'ai vu son CV, j'ai entendu des commentaires comme tout le monde. Mais la première chose que je pourrais dire, c'est que l'ère des présomptions de compétences dans ce pays est terminée. On n'élit pas des gens, on ne nomme pas un Premier ministre à mi-mandat en utilisant, en surdimensionnant un CV ou en lui donnant une présomption de compétences. bu ma ko doon wax ci wolof dama wax ne faluñu nit fi mu nekk nii pour muy jéem ci boppam moo fi jeex dañu fal pour ñu def li nga xam ne moom la ñu soxla ci ñoom. Je l'ai dit ici sur le même plateau il y a un an, je vais le répéter. À chaque fois qu'on entend le discours de ceux qui sont au pouvoir, on a l'impression que c'est un discours de début de mandat. De début de mandat. Là, on est à mi-mandat, on nomme un troisième Premier ministre qui vient nous dire au travail. Mais nous, de dire, nous étions déjà au travail. Nous faisons le travail pour lequel nous sommes payés. Dans nos entreprises, dans nos boutiques, les femmes qui vont au marché, les écailleuses, tout le monde dans ce pays essaie de faire plus ou moins son travail. Alors, le slogan est non seulement creux, mais c'est la troisième dimension d'une communication gouvernementale qui a du mal à s'ancrer à la réalité. Le Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, était venu avec une phrase, très très belle phrase, gouvernance sobre et vertueuse. Si vous appliquez ce principe d'une gouvernance sobre et vertueuse à la réalité de l'économie au Sénégal en 2012-2013, on voit pourquoi il n'a pas pu faire des résultats. Parce que la dimension de gouvernance sobre et vertueuse, dans leur entendement, consistait à stocker la dette du Sénégal à un taux qui ne dépassait 40% et à ne pas comprendre que les fonds qui vont servir au décalage économique du Sénégal sont à l'extérieur, il fallait les chercher. Ça a totalement plombé le magistère d'Abdoul Mbaye. Et quand Madame Aminata Touré est venue, elle a dit on accélère la cadence. On accélère une cadence là où il n'y avait pas de rythme, là où il n'y avait pas de musique, là où il n'y avait pas de vision. Et on a mené une bataille de retard. Parce que c'est avec Mimi Touré qu'on a compris les erreurs commises lors du magistère d'Abdoul Mbaye et qu'on a commencé à lorgner au niveau de l'international pour aller chercher les fonds. C'est le fameux programme Sénégal émergent. Avec la multiplication des emprunts obligataires. On a perdu 2 années pour comprendre que le Sénégal n'avait pas un stock de dette qui lui posait problème, que le Sénégal devait aller à l'international pour chercher les financements. Et quand on l'a compris, on avait déjà grillé un Premier ministre. Et le deuxième Premier ministre qui vient encore une fois avec cette cadence, il n'y avait absolument rien. Maintenant, le programme Sénégal émergent est sur les rails, nous dit-on. On a nommé il y a 4 mois le monsieur qui est actuellement le Premier ministre du Sénégal en créant le BOSS, qui, soit dit en pensant, est une redondance institutionnelle. Je ne voyais aucune opportunité, avec les performances de l'administration sénégalaise, à détacher cette politique, ce plan, qui va s'étaler sur 20 ans, en nommant un ministre et en créant un bureau à côté. Cela n'était pas du tout pertinent. Mais l'expérience a montré je continue le raisonnement. Il a dit qu'il raisonne, j'aimerais bien le Sénégal a un problème de suivi de ses politiques, de programmes économiques. C'est peut-être dans ce sens que le BOSS a été mis en œuvre. Je suis en train de vous retracer l'historique politique et économique. C'était particulièrement important parce qu'on est à mi-mandat, il faut que les Sénégalais sachent où l'on va. Avec Abdoul Mbaye, on n'a pas compris. Avec Mimi Touré, on a essayé de mener un combat à rebours pour corriger les erreurs d'Abdoul Mbaye. Maintenant qu'on a mis le programme Sénégal émergent, au bout de 10 mois, on l'a éjecté. Et le monsieur qui vient d'arriver, le monsieur le Premier ministre, pour qui j'ai beaucoup de respect, vient nous dire au travail. Je rappelle que nous étions déjà au travail. Maintenant, si vous regardez la contexture du programme Sénégal émergent, et qu'on vous dise qu'on est à 2 ans, parce que bon, après ils vont vous dire les 40 ans du Parti Socialiste, les 12 ans d'Abdoulaye Wade, mais nous avons élu le président Macky Sall pour 5 ans. Jusqu'à preuve du contraire, on pourra en reparler. Nous sommes à 2 ans et demi de la fin de son mandat. Les programmes, les projets prioritaires du programme Sénégal émergent ne sont pas encore sur les rails. Il faut savoir qu'en moyenne, quand vous faites un appel d'offres de marché, vous avez en moyenne 14 mois. Si vous enlevez 14 mois des 24-30 mois qui restent, qu'est-ce qu'il vous reste? Moi, j'ai la quasi-certitude, sans vraiment jouer les Cassandres, de pouvoir dire qu'il n'y aura aucun bilan concret du président Macky Sall en 2017.
Parce qu'actuellement, même si je vous mets sur la table, quelques éléments, le lancement... Je vais venir, laissez-moi continuer mon raisonnement. Oui, mais vous ne pouvez pas raisonner ad vitam aeternam. Non, il faut bien que je vous relance. Oui, mais il faut bien que je vous relance. Alors, le lancement des travaux de la nouvelle ville, le lancement des travaux de l'autoroute Dakar-Touba, la réduction du déficit, la maîtrise des dépenses, tout cela ne vous donne pas envie de croire que peut-être la mise en œuvre va se faire rapidement? Le problème qu'on a déjà cru, on a cru une première fois, on a essayé de croire une deuxième fois, nous n'avons encore rien vu. Je voudrais rappeler à l'intention des téléspectateurs et des Sénégalais que nous serions les premiers à applaudir si nous voyons sortir des choses de terre. Vous venez de parler de la réduction des dépenses publiques. Je précise à l'intention de ceux qui ne le savent pas que contrairement je ne parle pas de réduction, je parle de maîtrise. De maîtrise des dépenses publiques. 79 milliards ont été ajoutés au budget du fonctionnement du Sénégal en 2013. On n'en parle pas beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, le socle du programme de Macky Sall et du Premier ministre, c'est un programme Sénégal émergent. Madame Maïmouna Ndour Faye, aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays les moins avancés du monde, les 50 pays les moins avancés du monde. Aujourd'hui, le Sénégal, dans le rapport Doing Business, est à la 178e place sur 189. On ne devance qu'un pays. Au niveau de la protection des entreprises, on est à la 110e place. Au niveau de tous les indicateurs qui peuvent permettre de faire croire qu'un pays est en train de décoller, on est derrière. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a que 250 000 emplois formels. Tenez-vous bien, 13 millions de Sénégalais, 250 000 emplois formels. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays pauvres très endettés. Aujourd'hui, le monsieur Mohamed John dont on parle, on lui dit qu'il devra finir 2017 avec un taux moyen de croissance de 7,1. Ce que les Sénégalais ne savent pas, c'est que le taux de croissance moyen de 7,1 dont on parle est une moyenne. Et qu'en 2007, le taux de croissance dont on parle est un taux de 8%, que le Sénégal n'a jamais atteint de 1960 à 2014. On est aujourd'hui à un taux de croissance de 3,1, dont le scénario tendanciel qu'un économiste avéré pourrait vous donner, nous donnerait un taux de pourcentage de 5,3. Mais pour des raisons de politique politicienne et de logique communicationnelle, on amène ce taux-là à 8,8% en 2007, 8,7% en 2018 et avec une moyenne de 7,1. Autant dire que même s'il a de l'ambition, et nous prions pour que ces ambitions-là arrivent, nous n'avons du point de vue des agrégats politiques aucune raison d'avoir confiance. Je vais terminer sur un point. Et là, je vais revenir au raisonnement, sans entrer dans un débat personnel, de M. Diop, qui nous disait, avec l'acte 3 de la décentralisation, c'est quelque chose qui a été voté par l'Assemblée nationale. Excellent, c'est la démocratie. Promulgué par le président de la République. Excellent. Mais il doit savoir, de par notre cursus et de par notre parcours à tous, que la légalité est différente de la légitimité. Je rappelle au risque de choquer que quand le président de la République, le président Abdoulaye Wade, avait décidé de changer le mode de scrutin au Sénégal. Monsieur Diop, il faut le laisser développer. Quand le président de la République avait décidé de changer le scrutin au Sénégal, en disant en 2011, le fameux 23 juin, qu'avec 25%, on passe au premier tour. C'était un projet de loi qui venait du président, c'était légitime, c'était légal. Si ce projet, s'il n'y avait pas eu cette pression populaire, ce projet serait voté par l'Assemblée nationale, ce serait légal. Promulgué par le président de la République, ce serait légal. Pourquoi les Sénégalais sont descendus dans la rue? Parce que justement un chef, un président de la République, un chef de gouvernement ne doit pas instrumentaliser la légalité aux fins de politique politicienne. Donc quand on est en mesure de dire que ce qu'on a fait avec l'acte 3 est légal, qu'il ne faut pas le remettre en cause, cela voudra dire qu'on ne doit jamais descendre dans la rue et mener une bataille de principe contre des actes de politique politicienne qui ne prennent pas en compte les préoccupations. Très rapidement. Merci beaucoup Abdou Aziz Diop. Il fait dans le nihilisme ou son argumentaire colle parfaitement à notre réalité économique? Il représente le candidat... si l'on met de côté les chiffres qu'il a avancés et qui sont vrais. Hein. M. Diouf représente le candidat Idriss Seck à l'élection présidentielle de 2017. C'est prématuré. Ce qu'il vient de faire, ça peut être la com. Très prisé chez les débutants des écoles de communication. Je ne vais pas faire de la com. Je ne vais pas faire de la com. Je vais le renvoyer aux documents officiels. De même que vous me suivez depuis longtemps, je vous suis depuis longtemps. Et je vais vous dire quelle est la faiblesse dans votre raisonnement. La faiblesse dans vos analyses, c'est que vous ne tirez vos références d'où?
aucun document officiel. Jamais vous n'ouvrez les documents officiels sur la base desquels le Sénégal est en marche pour porter un jugement critique sur le document officiel. Moi, je vais parler de la réalité. Je ne vais pas faire de la com. Et c'est quoi la réalité? Et si ce sont des chiffres de l'ANSD? Laisse-moi vous dire la réalité. Et des institutions internationales. Laisse-moi vous dire la réalité. Je suis venu ici pour dire la réalité, je vais la dire. Et j'ai bon espoir que je serai bien compris par les téléspectateurs. D'abord, j'aimerais poser la question à M. Diouf de savoir quel est le dernier document officiel rendu public par le ministère de l'Économie et des Finances qui mène la politique économique définie par le chef de l'État. Je le lui rappelle, il s'agit du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2015-2017. Que dit ce document? Ce document part d'un élément fondamental. Quelle est l'intelligence du document? Et il me semble qu'il est tout à fait erroné de faire de la com quand il s'agit de répondre aux besoins des Sénégalais. Que dit le document? De quoi parle le document dont je viens de parler? Rendu public et publié, commenté par l'Observateur du 13 juin. Venez-en au contenu du document. Du 13 juin 2014. Quelle est l'intelligence du document? L'intelligence du document, c'est que les engagements en faveur du PSE au sortir du Club de Paris se chiffrent à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Il se trouve que le Club de Paris s'est tenu à la fin janvier. Le 5 juin 2014, déjà, 710 milliards de conventions, d'engagements de financement du PSE sont signés. Ça veut dire 20% de cette enveloppe qui était dépassée. Le ministre des Finances annonce un chiffre de 16% en ce qui concerne le taux de financement. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Et ça, c'était au mois de mai. Si nous nous écoutons, nous y arriverons. Oui, mais on a besoin de donner les bons chiffres aux téléspectateurs. Vous êtes journaliste. Nous sommes suivis par des élèves qui vont faire le bac, qui vont faire le BFM, et ils ont besoin d'avoir les bons chiffres. Vous êtes journaliste, je vous donne les bons chiffres. Celui qui vous donne le nom d'un document vous donne les bons chiffres. Le document s'appelle Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2015-2017. M. Diouf n'en parlera pas parce qu'il ne le connaît pas. 710 milliards engrangés le 5 juin 2014. Mais c'était dans la presse. Je termine. Je veux dire quoi? Je veux dire, moi j'ai le document. Mais j'ai dit c'était dans la presse. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20% de l'engagement dépassé au Club de Paris. Pour faire quoi? Justement, pour faire en sorte que le taux de croissance, qui est projeté à 4,9% en 2014, avoisine 4,6%. termine 4,9%, relisez le document, et atteigne les 6,8% en 2015. Voilà la perspective économique et Sénégal. Pour faire quoi? Pour injecter des ressources dans l'éducation, dans la santé, afin de s'assurer que la couverture maladie universelle n'est pas qu'un vœu pieux, mais un engagement du chef de l'État pour la santé au Sénégal. Et dans quel domaine? Dans le domaine de l'énergie, pour enfin que la subvention de l'électricité par l'État soit derrière nous, que le coût de l'électricité baisse et que les ménages soufflent. Voilà la perspective économique consignée dans un document officiel qui a été rendu public à partir des engagements, des conventions d'engagement de financement du programme Sénégal Émergent. Alors, juste par rapport au taux de croissance, oui. On avait espéré qu'en 2013, qu'on se situerait à 4,6%, on en est à 2,6%. Je vous donne les trois bons chiffres. S'il vous plaît, je vous donne les trois bons chiffres. Monsieur Diop, on s'attendait à un taux de croissance de 4,6% en 2000. Laisse-moi vous donner les trois bons chiffres. Oui, mais laissez-moi terminer mon argumentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez l'occasion de me le dire. On espérait un taux de croissance de 4,6% en 2014 et on avait tablé sur 3,1%. Mais la réalité économique, c'est qu'en 2013, on en est à 2,6%. Alors, comment est-ce que vous allez Laisse-moi vous dire la réalité.
bondir de 2,6% à 4,9% en une année, alors qu'il n'y a pas de grands travaux, alors que les perspectives agricoles ne sont pas très bonnes, alors que la balance commerciale est encore déficitaire. Non, je ne participe pas au débat. Vous ne me laissez pas poser ma question, il faut que je la pose. Je réponds à votre question. Le taux de croissance était de 3,5% en 2013. 2,6 selon l'ANSD. 2,6 selon l'ANSD. Vous prendrez la parole. Nous sommes dans un débat contradictoire, ça m'intéresse. 3,5% en 2013. Il est projeté fin 2014 à 4,9%. Il sera de 6,8% en 2015. Mais comment vous allez faire pour arriver à ce stade-là? C'est ce que je suis en train de vous dire. Et quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre? C'est ce que je suis en train de vous dire. Par la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La mise en œuvre des projets structurants du plan Sénégal émergent, suite à l'engagement massif des partenaires techniques et financiers à concurrence de 710 milliards, 20% de l'enveloppe dépassée au Club de Paris dès le 5 juin 2014. Quels sont les secteurs? Quels sont les secteurs maintenant? Quels sont les secteurs qui vont porter cette croissance? C'est le secteur agricole, c'est l'industrie minière. Et comment? C'est le comment qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle de la phraséologie. Écoutez, il faut qu'on participe au débat. Franchement, moi, je vais exprimer ma position sur cette question-là. C'est de la phraséologie. Comprenons-nous très bien. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, quand je vois M. Diop et le gouvernement actuel se glorifier d'un taux de croissance de 3,5% qu'on vous rapportez à 6%. Vous nous avez laissé 2,1%. 6%. Vraiment, non, Monsieur Fall, vous nous avez laissé 2,1%. Vous avez fait, durant la campagne électorale de 2012, vous avez dit que vous aviez clé en main toutes les solutions pour régler les problèmes des Sénégalais. Vous nous avez laissé 2,1%. Aujourd'hui, vous êtes en train de patauger, de changer de gouvernement tous les mois, de changer de premier ministre tous les mois, et vous n'arrivez pas à régler les problèmes. Les Sénégalais aujourd'hui souffrent dans le chair. Les prix flambent, l'électricité, les coupures sont récurrentes, c'est toutes les 5 minutes. Il n'y a plus d'eau et vous voulez nous faire croire. Et moi, je terminerai par dire une chose, un taux de croissance de même 6%. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui sort de 10 ans de guerre, est à un taux de croissance presque à double chiffre. Et aujourd'hui, vous parlez de 20%. Vous parlez de 20% de tout ce qui a été annoncé au niveau du Club de Paris en 6 mois. Mais ça ne réglera pas les problèmes des Sénégalais. Parce que vous n'avez pas d'organisation, vous n'avez pas de vision. Moi, je vous prédis une chose. Votre PSE là, il va finir dans l'eau. Parce que vous n'avez pas les moyens, ni politiques, ni organisationnel pour effectivement mener le Sénégal. Alors, merci beaucoup. Cher Sadibou Fall, on va laisser Abdou Aziz Diop terminer rapidement. Alors, vous nous dites qu'il y a des secteurs qui vont porter cette croissance au taux espéré, mais nous aimerions savoir comment est-ce que l'agriculture va permettre de booster le taux de croissance, comment est-ce que vous allez revaloriser le tissu industriel. Il y a quand même une vision, une feuille de route. On aimerait avoir cette feuille de route avec vous. Mais elle n'existe pas. Vous êtes journaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez... Je suis journaliste, je suis tout à fait à ma place. Vous devriez vous imprégner du document de programmation, du document. Je m'en suis imprégné, mais les téléspectateurs non. Je termine. Laisse-moi terminer. Moi, il pose une question, il faut que je termine ma question. Vous savez, moi, à chaque fois que je viens dans une débat, j'ai bien conscience d'une chose. C'est que les téléspectateurs sont des hommes et des femmes avertis et qu'ils savent, eux, trancher le débat. Je ne viens pas dans un débat pour le gagner. Je viens dans un débat pour exprimer une opinion qui est la mienne, en m'adossant sur des documents officiels, les seuls reconnus par la République. Maintenant, si vous vous adossez dans une communication pour la com, ça c'est votre affaire. Voilà. Donc... Mais est-ce qu'on peut parler rapidement, terminer rapidement. On a déjà reçu beaucoup de leçons d'économie, de communication, tout le reste. Moi, je pense qu'il y a quand même, il faut recadrer les choses quand même, d'une certaine façon. Je pense que quand on est en République, quand on est dans un état de droit, il faudrait que les institutions qui ont été créées pour jouer un certain rôle, notamment au plan économique, il faut que ces institutions-là soient respectées. Et on a constaté, avec les chiffres de croissance 2013 publiés par l'ANSD, que ce chiffre-là a été contesté par l'État, ce qui est inacceptable dans tous les pays sérieux. En France, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, quand elle publie des chiffres
que ce soit sur le chômage, ou sur le taux de chômage, ou sur toute autre question économique, mais il n'y a aucune autorité politique qui ose contester. À la limite, ce que les gens font en France, et ça a été l'objet d'un livre dont je ne me souviens plus du nom, un livre qui a été écrit par des énarques qui appartiennent à la fois au PS, à l'UMP, à l'UDI, à tous les courants politiques français. C'est un groupe d'une vingtaine d'énarques qui sont complètement reconnus comme vraiment compétents en économie. Mais ces gens-là ont écrit un livre pour dénoncer un peu ce qui, à mon avis, est en train de se passer au Sénégal. C'est le trafic de chiffres. Parce qu'il y a un trafic de chiffres sur ce plan-là. Il y a un chiffre politique et un chiffre économique. C'est ça qui existe. Quand l'ANSD dit que le taux de croissance au Sénégal en 2013 a été de 2,6 et que le lendemain, tout officiel, le ministre de l'économie nous dit que ce n'est pas 2,6, c'est 3,8, mais il y a problème. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est à propos du PSE. Tu vois, moi je pense qu'il n'y a pas de Sénégalais qui souhaitent que le PSE échoue. Je pense que tout le monde est dans de bonnes dispositions en tant que... c'est simplement une question de citoyenneté, de patriotisme. Tout le monde est dans des dispositions pour souhaiter que ce plan-là existe. Mais il faudrait le clarifier quand même. Tu vois, il y a 2 semaines, il y avait une réunion des bailleurs de fonds avec l'État. Mais qu'est-ce que les bailleurs de fonds ont demandé? Mais ils ont demandé la mise en place d'un chronogramme. D'un chronogramme d'exécution. C'est un problème d'organisation, c'est ce que je viens de souligner. Les bailleurs de fonds ont demandé la création, la mise en place, la mise en service d'un chronogramme d'exécution des différents éléments du PSE. C'est ça le problème. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. La troisième chose par laquelle je voudrais terminer Maïbran, c'est que PSE ou pas, moi je pense qu'on est dans un cycle économique extrêmement difficile, dont on ne peut pas tenir le pouvoir actuel responsable. Je pense que le PDS a une grande part de responsabilité. Vraiment, c'est une chose qu'on doit rabâcher. Mais maintenant, depuis 2 ans, depuis presque 3 ans, il y a un nouveau pouvoir qui est là et je pense qu'on doit tenir responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense que PSE ou pas, il faudrait que l'économie décolle. Mais est-ce qu'on a... Je termine. Quand je dis l'économie décolle, c'est que moi j'ai l'impression que dans ce pays-là, il n'y en a que pour les étrangers actuellement. Il n'y a pas un secteur économique dans ce pays-là qui ne souffre pas parce qu'il y a des intérêts économiques étrangers qui sont défendus, aussi bien au palais qu'à l'extérieur du palais, qui sont défendus par le pouvoir politique. Et actuellement, ça tout le monde le sait, toute la presse en a parlé, mais il y a des pans entiers de l'économie nationale qui tombent entre les mains de non seulement qui tombent entre les mains d'étrangers, mais qui meurent simplement. Mais faites le tour des entreprises, allez voir les confédérations nationales de travailleurs, allez voir le patronat, mais ils vous diront, je pense que le CNP l'a fait, mais il y a une liste pléthorique d'entreprises nationales, mais qui sont mortes. Et ça, c'est une réalité. Je pense qu'il faudrait espérer que le PSE puisse corriger vraiment cette direction-là. Alors, cher Sadibou Fall, quelle est la vision, la feuille de route qu'on pourrait mettre en œuvre pour sortir de ce guêpier économique que le PDS a laissé je ne suis pas d'accord. Au président de la République. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais avec un taux de croissance de 2,1 en 2012, c'était difficile quand même de remonter la pente en une année. Non, mais attendez, vous savez, chaque gouvernement qui vient a ses options. Nous avions fait l'option sur les infrastructures. Et je pense que ce que nous avons fait en termes économiques, et je crois que est là, visible. Quand vous regardez les infrastructures, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les gens du pouvoir actuel? Ils font que peindre les chantiers que nous avons laissés. Les autoroutes, c'est nous. L'aéroport de Blaise Diagne, c'est nous. Les universités, les collèges, c'est nous qui en avons créé plus de 76, donné des bourses à tous les étudiants. Le plateau médical sénégalais aujourd'hui est de réputation internationale, c'est grâce à nous. Les routes et les autoroutes, mais c'est nous. Donc quand ils s'inscrivent dans cette perspective, on ne peut que le louer. Oui, c'est de bons élèves. Attendez, Macky est un bon élève du système libéral. Mais il faut maintenant, le taux de croissance. Ils sont en train de faire une chose que vous n'aviez pas faite. Je vais vous dire quelque chose. C'est la résorption des inégalités sociales. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Sur le PDS a failli de ce côté-là. Sur le taux de croissance, il faut relativiser le taux de croissance. Parce qu'un taux de croissance peut être positif en termes économiques et ne pas être forcément
quelque chose de profitable à l'économie. Je pense que ça, il faut, ça mange pas le taux de croissance. Mais les réalisations concrètes, la vie au quotidien, ce que les Sénégalais mangent, leur éducation, leurs loisirs, leur santé, c'est ça, ce sont ces, comment on appelle ça encore, ces indicateurs-là qui permettent aujourd'hui, le taux de croissance, il a raison de le dire. Quand ce sont ces indicateurs qui permettent aujourd'hui de faire quoi? J'ai dit que ces indicateurs-là, c'est sur ces indicateurs qu'on doit se baser pour connaître. Mais aujourd'hui, allez dans la rue, vous demandez aux gens, ils vous disent qu'ils souffrent le martyre. Les prix flambent, l'électricité est là, on n'arrive pas à régler les problèmes, malgré les problèmes. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. D'abord en changeant à chaque fois de Premier ministre, je ne pense pas qu'on puisse y arriver parce que chacun vient avec sa logique, sa façon de faire. Et l'architecture gouvernementale y participe. Aujourd'hui, quand on regarde le nouveau gouvernement qui a été mis en place, il y a beaucoup d'incohérences dans la mise en place de ce gouvernement. Avant d'en venir à ces incohérences, oui. Cheikh Sadibou Fall, vous parlez d'indicateurs qui permettent de mesurer la situation des Sénégalais. Excusez-moi un instant. Alors, concernant l'alimentation, depuis 2 ans, les prix ne flambent pas. L'inflation, est maîtrisée. Allez voir au niveau de la viande. Mais les prix n'ont pas en général augmenté. Alors, concernant le loyer, il y a une baisse. Oui. Concernant les impôts, il y a une baisse qui a été opérée. Ce ne sont pas là 3 indicateurs essentiels peut-être pour prouver qu'il y a un léger mieux. Pour que le PSE puisse produire ses effets, ses résultats, il y a des paramètres économiques forcément qu'on doit respecter. Des indicateurs qui doivent être respectés. Mais ce sont 3 indicateurs qui sont importants. L'éducation, la santé sont des références. Je ne dis pas que tout ce que le gouvernement a fait jusqu'à présent est mauvais. Je ne suis pas un nihiliste. Je sais qu'il y a des actions qui ont été entreprises, même si c'est à la suite d'actions qui ont été entamées par le régime précédent. Mais c'est une bonne chose. Parce que nous, notre intérêt aujourd'hui, ce n'est pas que le gouvernement de Macky Sall échoue. Pour nous, Macky Sall est de notre famille libérale. S'il réussit, mais tout le monde doit s'en réjouir, comme l'a dit tout à l'heure votre confrère. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a fait les bons choix politiques, les bons choix économiques, la bonne stratégie, et il a mis en place une équipe qui lui permettra effectivement d'atteindre les bon choix économique. Je pense que la plupart des économistes s'accordent là-dessus. C'est dans la mise en œuvre peut-être que les acteurs pêchent. Vous permettez que le PSE, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est dans sa mise en œuvre que les problèmes vont se poser, parce qu'il y a des indicateurs, des préalables qu'il faudra nécessairement régler. Tant mieux si le PSE réussit, mais c'est ce que nous demandons tous. Mais vous avez vu que depuis lors qu'on en parle, il nous a dit qu'on a mobilisé 20% du budget qui a été prévu sur les 3 000 milliards. Sur les 3 000 milliards. Non, il a dit, c'est 15%, vous le contestez d'ailleurs, c'est 20%. Voilà, donc c'est 3 000 milliards, sur 3 000 milliards, on en a 20%. Mais écoutez, nous, la politique du demain, on rase gratis, ça vraiment, les Sénégalais en ont marre. Les Sénégalais demandent des résultats, qu'ils posent des résultats, qu'ils ouvrent des chantiers, qu'on les regarde et puis qu'on juge. C'est ça qu'on veut. Le reste, c'est du discours, le reste, c'est de la propagande. Abdourahmane Diouf. Les résultats, M. Fall, c'est entre 2015 et 2017. Abdourahmane Diouf. J'en ai fini. Abdourahmane Diouf. Alors, c'est entre 2015 et 2017, j'en ai fini. Les leviers, les instruments économiques qu'il faudrait aujourd'hui activer pour avoir peut-être un taux de croissance de l'ordre de 4,5 ou 4,6%. Alors moi, si j'étais du parti du camp présidentiel et que je voudrais dire des choses pour défendre ma chapelle, je vous aurais fait ce que j'appelle les litanies du matin du gouvernement. Fonds 6, fonds GIP, bourse de sécurité sociale, loyer, etc., etc., qui n'ont pour le moment aucun impact sur la réalité du vécu du Sénégal. Et j'aimerais en profiter pour parler des chiffres officiels dont on nous parle. Nous avons tous des parcours différents. Nous avons été dans un gouvernement, dans le secteur privé, dans la société civile, dans des ONG, à l'université. S'il y a une leçon que le Sénégal et l'Afrique doivent apprendre, c'est que l'impulsion d'un développement économique ne peut pas et ne pourrait pas venir exclusivement de l'administration. Les chiffres que l'administration sénégalaise donne, ce sont les chiffres d'un pays émergent. C'est de la documentation officielle, c'est de la propagande. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas la seule chose qui m'intéresse. J'essaie de mettre cela en perspective et de voir ce qui se passe sur le terrain. Maïmouna, vous êtes une dame.
Depuis 2 semaines, vous voyez les femmes avec des bidons, des gourdes chercher de l'eau. Vous savez quel est le taux d'universalisation de l'accès à l'eau potable dans les milieux urbains au Sénégal? 98,7%. Autant dire que dans les milieux urbains, il n'y a pas de problème d'eau. Et chaque année, vous avez 1, 2, 3 mois que vous perdez à aller chercher de l'eau partout. Est-ce qu'il faut considérer qu'on a atteint le taux d'universalité de 98,7 ou bien est-ce qu'il faut prendre en charge la réalité de la ménagère qui tous les jours va chercher de l'eau avec ses bassines? Si on se contente aux chiffres officiels, on ne s'en sortirait pas. Avant de partir, j'ai entendu Madame le Premier ministre Mimi Touré parler d'un taux de chômage, taux de chômage au Sénégal qui était autour de 32%. Et c'était dans les documents officiels. Mais il faut préciser, Abdourahmane, que les officiels du gouvernement ne donnent pas souvent les chiffres de l'ANSD. Il ne faudrait pas douter des chiffres de cet organe de l'État dont la valeur scientifique est souvent prouvée. Il y a un décalage entre les chiffres fournis par l'ANSD et ceux brandis par les acteurs du gouvernement. Je visite quasi quotidiennement leur site et c'est l'occasion pour moi de leur rendre hommage pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire. Mais je suis en train de faire la dichotomie. Vous parlez de l'ANSD? Oui, sur les statistiques. Ouais. Je suis en train de faire la dichotomie entre le discours officiel qui ne colle pas à la réalité du terrain. On peut vous donner beaucoup d'autres exemples. Le secteur privé aujourd'hui, dont on nous dit qu'il est l'un des piliers importants dans le programme Sénégal émergent. Mais quand vous voyez la façon dont ces choses sont écrites, vous avez l'impression d'être en Malaisie, ou en Suisse, ou en France, ou ailleurs. Mais la réalité du secteur privé aujourd'hui au Sénégal, c'est premièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le classement Doing Business qui prend en charge les critères relatifs au PME, le Sénégal est extrêmement mal classé et fait partie des contre-modèles en Afrique de l'Ouest et en Afrique de façon générale. L'indice Mo Ibrahim traite plutôt des questions de gouvernance liées à la corruption. Je peux vous dire, essentiel au développement économique, pour avoir travaillé sur la question, que l'indice Doing Business donne beaucoup d'éléments importants en matière économique et de petites et moyennes entreprises. Et que pour avoir ça, je peux le concéder, pas à vous, mais à d'autres analystes, que pour avoir une bonne vision économique d'un pays, il faut combiner le classement Doing Business, l'indice Mo Ibrahim et le rapport de compétitivité du Forum mondial de Davos. Ce que je voudrais dire sur le secteur privé. Aujourd'hui, il y a 70 000 ferrailleurs. Les gens vont penser que j'ai une obsession pour cette question. Oui, parce que ce sont 70 000 Sénégalais qui vivent correctement à travers l'exportation de la ferraille. On leur dit que nous voulons mettre en place une industrie de transformation de l'énergie. On a signé avec eux une convention qui n'a pas été respectée. Au jour d'aujourd'hui, on ne leur donne plus la possibilité de vendre à l'étranger. On ne leur propose pas un prix rémunérateur. Et la Someta, qui est une entreprise étrangère implantée au Sénégal, ne parvient pas à acheter la production. Mais l'exportation de la ferraille était une menace également pour le Sénégal. J'ai dit ici, il faut le préciser aussi. J'ai dit ici que la décision d'arrêter l'exportation de la ferraille pour faire la transformation locale est une décision salutaire du point de vue économique et commercial. Mais la convention qui a été signée pour les mesures d'accompagnement n'a pas été respectée et ce sont 70 000 ferrailleurs qui sont sur le carreau. Avec Necotrans, c'est un scandale permanent. C'est 3 000 Sénégalais du secteur privé qui ont hypothéqué leur maison, qui ont pris des prêts à la banque, qui ont travaillé dans le domaine de la manutention portuaire. Au bout de 10 ans, 15 ans, on vient sans appel d'offres le substituer à un opérateur étranger qui n'a même pas de compétences dans le domaine de la manutention. Encore, parce que bon, moi, je suis patriote, mais je ne suis pas contre les étrangers. Les étrangers ont un rôle à jouer dans ce pays. Mais il ne faudrait pas que par des politiciennes qui n'ont aucune cohérence économique, on en arrive à tuer des employeurs et des employés du Sénégal. J'aimerais pouvoir dire, et c'est très important dans la façon de voir la politique dans notre pays, nous, dans l'opposition, je le répète, je le rabâche, nous avons intérêt à ce que les choses marchent et qu'on reste chez nous. Pourquoi nous devrions rester chez nous? Parce que les choses marchent et que le Sénégal est sur une bonne pente. Mais nous faisons ce que nous sommes en train de faire parce que nous avons déjà fait une confiance une fois. Cette confiance n'a pas été respectée. Nous avons fait une confiance 2 fois. On nous a pratiquement trahis et on vient nous dire au travail. Alors, je rappelle que nous sommes déjà au travail. Excite le rythme de la dénonciation. Venez-en à quelques propositions. Je vous ai posé la question. Ce que je vais vous dire. Sur quel levier le programme Sénégal, pour vous dire une chose. Oui, bien sûr. Je vais vous dire une chose. Finalement, la parole est monopolisée. Le programme Sénégal émergent. Monsieur Fall, monsieur le ministre l'a dit, monsieur Dien l'a dit. Le programme Sénégal émergent tel qu'il est conçu
C'est un bon document. Non, c'est un document qui défend les intérêts du Sénégal. Mais première limite, c'est que c'est le cimetière de toutes les illusions perdues de Yoonu Yokkute, de la stratégie nationale de développement économique et social, de la stratégie de croissance accélérée, des DSRP 1 et 2. C'est un cimetière. Ce n'est pas une impulsion d'une volonté de développement économique. Ça part du constat de l'échec de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et à partir de ce moment, à mi-mandat, on se dit on a le programme Sénégal émergent. On applaudit. Mais quand est-ce que ce programme-là sera mis en œuvre? Une pluie de milliards, un déluge de bonnes nouvelles. Essayons de faire une comparaison. De 2012 à 2014, on nous a annoncé plus de 1500 milliards au niveau des conseils des ministres décentralisés. Le premier conseil des ministres décentralisés, c'était le 8 juin 2012 à Saint-Louis. Entre-temps, 2 ans se sont passés. On les a intégrés dans le programme triennal d'investissement de 2013. Il n'y a aucun début d'exécution. Donc aujourd'hui, pour rester pragmatique, ne pas travailler sur des chiffres officiels et voir la réalité, le déluge de milliards du Conseil des ministres décentralisé équivaut, à notre avis, au déluge des milliards qu'on nous annonce au niveau du programme Sénégal émergent jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup. Alors, Abdou Diop, je suis souvent les sorties du président de la République. Oui. Et le paradoxe, la remarque que je fais, c'est que il n'est pas sur la même longueur d'onde que ses défenseurs au quotidien. Lui, j'ai l'impression qu'il reconnaît la situation latente de notre pays. Et j'ai l'impression qu'en niant une telle situation, vous le mettez davantage en difficulté. Est-ce qu'il n'était pas mieux d'accepter l'état de notre économie, d'accepter la situation actuelle, d'accepter les chiffres fournis par l'ANSD et de promettre peut-être un mieux-être aux Sénégalais à travers des projets bien élaborés? Beaucoup a changé, beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis la sortie de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire il y a un instant. Il considère que on a fait le deuil du Yoonu Yokkute, de la stratégie de développement économique et social, et on a promu le plan Sénégal émergent. Je vais lui apporter une clarification, je vais lui expliquer ce qu'il ignore, pour que définitivement il prenne date. Lorsque le président Macky Sall est arrivé, le 25 mars 2012, il a trouvé au Sénégal le document de politique économique et sociale du président Abdoulaye Wade. On va perdre du temps. Non, on ne perd pas du temps. On ne perd pas du temps. Rappelant un peu... Non, j'y vais très rapidement, voilà, et efficacement. Parce qu'il ne nous reste pas Attendez, les Sénégalais ont besoin de cet éclairage. Ce monsieur vient de dire que le plan Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent tourne le dos au Yoonu Yokkute, à la stratégie de développement économique et social. Ce n'est pas vrai. Je veux éclairer sa lanterne. Je n'ai pas dit ça. Et très rapidement. Je n'ai pas dit ça. Très rapidement. Au Sénégal. Ça ne sert à rien, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît. J'apporte les clarifications nécessaires. Vous avez l'air de dire que le plan Sénégal émergent ne s'inspire pas du Yoonu Yokkute ou de la stratégie de développement économique et social. Il faut que vous disiez donc ce que vous avez envie de dire. Le contraire. Je n'ai pas dit ça. Non. Ça ne sert à rien. Ce que je retiens de ce qu'il a dit, c'est que le président Macky Sall a tourné le dos au Yoonu Yokkute, à la stratégie de développement économique et social, pour avoir promu le plan Sénégal émergent. Il a consumé ces documents dans le PSE. Pour aller très vite, je vais simplement lui dire quelque chose de très simple. Le plan Sénégal émergent a un fort volet social, lequel volet social s'inspire aussi bien du Yoonu Yokkute, qui a insufflé les leviers sociaux au plan Sénégal émergent et la stratégie de développement économique et social. Le plan Sénégal émergent a pour vocation d'accélérer la croissance dans l'intervalle de temps 2015-2017. Voilà ce dont parle le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2015-2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Macky Sall s'emprisonne dans son mandat entre 2015 et 2017 pour montrer au Sénégal quelles sont les incidences, l'impact positif de ces engagements au plan social, politique et économique. Je termine très rapidement en disant ceci, très vite.
Nous sommes dans un contexte qui est très clair. Ce contexte est marqué par la réforme de la protection sociale à travers la couverture maladie universelle, la bonification retraite, la bourse de sécurité familiale, par le vote du nouveau Code général des cultures locales qui consacre la communalité intégrale pour permettre aux élus de prendre à bras le corps les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés dans leur localité au plus près d'eux. Et le dernier contexte, c'est quoi? Le dernier élément du contexte, c'est le plan Sénégal émergent. Quand je dis 170 milliards sur 6 mois, depuis le Club de Paris, ça veut dire 770 milliards, vous avez dit. 710 milliards, j'ai dit. 710 milliards, j'ai dit. J'ai dit 710 milliards en 6 mois depuis le Club de Paris, qui s'est tenu à Paris en fin janvier. Ça veut dire que en 2015, dans l'intervalle 2015-2017, on aura signé les conventions de financement qui seront mises en œuvre progressivement par les en injectant les ressources dans les secteurs de l'agriculture, les services, l'énergie, la santé et l'éducation ont besoin. Le président Macky Sall prend rendez-vous avec les Sénégalais en 2017. D'accord. Alors, on va terminer, et je vais vous donner la parole. On va terminer par juste une inquiétude soulevée dans la presse de ces jours-ci par Adama Gaye. Il s'inquiète de la proximité entre Mohamed Dionne et Tony Blair. Moi, j'ai eu à, en tout cas, j'ai eu à discuter, s'il vous plaît, j'ai eu à discuter aussi avec des gens qui le connaissent bien. On le peint comme un élève assidu des institutions internationales. Alors, la question est la suivante. Faut-il encore s'engager dans des politiques d'ajustement au lieu de booster nos capacités d'endettement et de pouvoir financer notre économie? Répondez à la question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tony Blair, tout le monde connaît ses convictions politiques et économiques. Mais je voudrais simplement dire qu'effectivement, vous avez raison, qu'il nous faut booster nos capacités, nous, à créer les conditions d'un développement endogène. Pour dire que, par exemple, sur ce pays, c'est là dont on parle, on va chercher 3 000 milliards. Prenons l'affaire d'ArcelorMittal. Vous allez chercher 3 milliards, vous glorifiez d'avoir eu 710 milliards, alors qu'il y a un pactole de 2500 milliards dont le cours arbitral qui a jugé cette affaire a attribué au Sénégal. Vous y renoncez? 450 milliards. Non, c'est 2500 milliards que la cour arbitrale a donné au Sénégal et ils ont renoncé pour 150 milliards, je sais pas moi. Non, c'est 450 milliards. 450 milliards. Et ils ont accepté. Ils ont accepté 150 milliards. Voilà. Donc voilà, pourquoi aller chercher de l'argent ailleurs? 2500 milliards, la cour a condamné à 450 milliards et eux, ils ont négocié à 150 milliards. Je pense que au lieu d'aller chercher de l'argent ailleurs, mais on n'a qu'à pas. D'autre part, il y a des secteurs qui sont névralgiques qu'il faut développer à tout prix. C'est l'agriculture, aider les petits producteurs, l'élevage, la pêche. Il faut dénoncer les accords de pêche qui ont été signés par l'ancien ministre de la Pêche. J'ai été ministre de la Pêche, je sais de quoi je parle. Les derniers accords que j'ai signés moi-même ont été les meilleurs que le Sénégal ait jamais signés. Il faut revenir à ces accords-là qui donnaient le privilège aux pêcheurs artisanaux et à notre propre industrie de pêche. Merci beaucoup, cher Sadbou. Rapidement, sur le profil de Mohamed Dionne et par rapport à ses convictions économiques. Moi, je pense qu'on est dans un système dans lequel le Sénégal a choisi d'être. C'est-à-dire, on est dans des économies qui sont totalement structurées à partir de, je dirais même, des institutions internationales. Le Sénégal est aujourd'hui dépendant du FMI, de la Banque européenne d'investissement, la BEI, de la Banque mondiale, et ainsi de suite. Je pense que ce sont des choix qui sont faits. Voilà, tout. Le problème, c'est que moi, je m'étonne. Est-ce qu'on a une classe politique aujourd'hui? Et là, je parle de l'APR, je parle de REUM, je parle du PDS, je parle d'autres partis. Est-ce qu'on a une classe politique aujourd'hui qui a le courage de mener des politiques qui sont exclusivement aux intérêts, qui défendent exclusivement les intérêts du Sénégal sans pour autant couper avec, sans autant couper l'extérieur. Je pense que c'est sous le règne du Parti socialiste qui est leur allié. On a eu 10 ans d'ajustement structurel. Je pense que ça, il faut le rappeler. Effectivement, je pense que depuis 40 ans quand même, on est quelque part, on est en train de tourner en rond avec les partis politiques et on tourne en rond avec les institutions internationales. Merci beaucoup. Abdourahmane, rapidement par rapport au profil du Premier ministre.
Et de la manière dont il pourrait influer sur la politique économique? Encore une fois, je ne le connais pas, mais moi j'ai une conviction, c'est la diversification des partenariats pour le Sénégal. L'heure est révolue où le Sénégal doit se mettre avec la France d'un côté. Je n'ai absolument rien contre la France, c'est un partenaire commercial majeur avec lequel on doit travailler, mais le Sénégal doit aller chercher des partenaires partout. Merci beaucoup, Aziz. Sur le profil seulement. Très rapidement, ne me dis pas seulement, laisse-moi dire très rapidement. Mais je n'ai pas fini. Je ne vais pas abuser de votre... Je vais pas abuser... Ah, excusez-moi. Après, je vais finir. Non, allez-y, terminez parce que je n'ai plus le temps. Terminez en 2 mots. J'aimerais revenir sur le programme Sénégal Non, émergent, on ne peut pas revenir sur ça. Non, le gouvernement là, si on devait le labelliser, on dirait que c'est le gouvernement du programme Sénégal émergent. C'est clair, net et précis. C'est la grande promesse qu'on nous fait pour que 2017 soit rayonnant. Et je dirais que c'est bâti sur des chiffres qui sont extrêmement faux. On n'a pas parlé de trafic des chiffres. Tous les agrégats économiques du Sénégal vous donnent un scénario tendanciel objectif de 5,7% en 2017. Alors que le programme Sénégal émergent est à 8% en 2017. Beaucoup. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas faisable. Pour répondre à la question de Momar, qu'est-ce que les politiques ont fait pour doter le Sénégal d'une politique économique souveraine? Je vais simplement, et je peux lui faire la démonstration. Non, vous n'avez pas le temps de faire la démonstration. En 2 mots, Aziz, s'il vous plaît. On en parlera. Je dois boucler l'émission. C'est un journaliste, on en parlera dans sa rédaction peut-être. Ce que je veux dire simplement, c'est que jamais depuis notre indépendance, nous avons eu un document de politique économique et sociale qui s'est totalement détaché des stratégies pays de la Banque mondiale depuis l'indépendance. C'est la raison pour laquelle, la raison pour laquelle, en matière de souveraineté économique, notre pays va faire des bons qualitatifs et le président Macky Sall donne rendez-vous aux Sénégalais en 2017. Merci beaucoup. Merci beaucoup Abdou Aziz Diop, conseiller spécial du chef de l'État. Nos sincères remerciements à Mamardia, coordonnateur de la rédaction de Enquête Quotidien, Abdourahmane Diouf, porte-parole de Réumi, le ministre Cheikh Sadibou Fall, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent sur la 2STV.